Et bonjour, bienvenue sur l'Open Plateau. C'est un autre dispositif qu'on met en place sur les Réuniques. L'Open Plateau, le principe, on va dire que c'est une sorte de réseau social qui existerait en vrai, dans lequel les gens peuvent venir, discuter, s'interpeller et parler. Alors on met quand même un petit thème, parce que sinon ce serait la grande foire aux questions. Il y aura 6 thèmes en tout, 3 aujourd'hui, 3 demain. Les 2 prochains thèmes de la journée, ce sera sur le management par le jeu et le numérique, en quoi le numérique peut aider à ces nouvelles formes de management, et puis la question de la déconnexion numérique, qui est quand même une question importante également. Sur ce premier Open Plateau, on va parler des développements du business et du numérique avec 2 invités que je remercie d'être là. Céline Manca à ma gauche, bonjour. Bonjour. Et Thierry Mbaye en face de moi, bonjour. Bonjour. Céline, vous êtes responsable du développement des projets et du pôle numérique à BGE, qui est le premier réseau d'appui aux entrepreneurs en PACA. Et Thierry Mbaye, vous dirigez depuis 2010 maintenant à Roubaix le MEULab. Pas parce que nous ne sommes pas en Normandie, donc il y a moins de vaches, mais c'est les machines électroniques à usage humaniste. On détaillera un petit peu tout à l'heure ce que ça veut dire. Céline, je me tourne vers vous d'abord. On vous a entendu tout à l'heure lors de la première conférence. Vous disiez attention à ne pas oublier la transition numérique des entrepreneurs des TPE qui représentent l'immense majorité des salariés. Effectivement, on parle beaucoup d'opportunités liées au numérique et d'une adaptation constante nécessaire à un marché très rapide. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas, pour vous, des grands plans industriels et numériques qui vous permettraient de favoriser cette transition dont vous parliez ? Alors effectivement, la problématique aujourd'hui, c'est que les politiques publiques sont beaucoup tournées aujourd'hui vers l'innovation, la start-up, les PME, qui eux-mêmes ont la plupart du temps déjà tout ce qu'il faut en termes de numérique, c'est-à-dire qu'ils sont déjà acculturés, ils utilisent déjà l'ensemble des outils numériques. Par contre, on s'aperçoit que majoritairement des entrepreneurs, notamment sur notre territoire régional, pour 90%, en tout cas 92% en fait, de TPE sur notre territoire région PACA n'utilisent très peu le numérique, et effectivement il faudrait mettre en place une réelle politique qui permettrait cette transformation numérique de ces TPE. Nous, c'est notre travail, on essaye aujourd'hui par le pôle développement des BGE d'essayer de maintenir les TPE en activité, puisque c'est de l'emploi, c'est du développement économique sur notre territoire, ce qui est essentiel. Pour tous les emplois de demain et les entrepreneurs de demain, et essayer à ce que l'ensemble de ces entrepreneurs puissent toujours être en veille en termes réglementaires, mais également en termes d'évolution de société. C'est effectivement une révolution numérique aujourd'hui, et on a fait un ensemble d'études et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, à part un site internet, il y a très peu d'entrepreneurs qui vont utiliser des réseaux sociaux, qui vont utiliser Google Ads ou autres pour pouvoir communiquer sur leur entreprise. Et la raison principale, c'est le coût, ou c'est une stratégie globale qui n'est pas encore opérationnelle dans ces TPE ? En fait, ils n'ont pas compris aujourd'hui la réelle nécessité d'être sur le web, tout simplement. Et donc, il faut acculturer ces entrepreneurs à arriver à cette étape-là. Ils pensent aussi que ça prend beaucoup de temps. Et puis, il y a un réel problème d'usage et de fracture numérique sur les entrepreneurs. On n'est pas encore à la phase des entrepreneurs qui ont aujourd'hui 20 ans et qui vont savoir l'utiliser. Mais en tout cas, on aura d'autres problématiques avec ces entrepreneurs qui viendront de demain. C'est-à-dire qu'on va avoir des problématiques parce que eux utilisent beaucoup tout ce qui est tablette, application, etc., mais ne savent pas utiliser, on va dire, tout ce qui est du Word, du Excel. Donc on va avoir d'autres problèmes en termes de gestion d'une entreprise. Mais par contre, ils iront facilement sur le web ou sur Internet. Par contre, effectivement, la difficulté des entrepreneurs d'aujourd'hui, c'est qu'ils sont peu présents sur la toile. Ils ne savent pas forcément mettre en place une réelle stratégie digitale, autant en interne qu'en externe. Et donc, on essaye, nous, de travailler à cette transition, essayer de leur faire comprendre l'importance de passer ce cap-là. Alors pour l'éducation au numérique, il y a au sens large, il y a ce qu'on appelle les Fab Labs. Thierry, vous gérez ce MEULab installé à Roubaix. C'est un endroit où on fabrique des objets, mais c'est aussi un endroit où on fabrique des médias. C'est un Media Lab également. On met en scène en fait le partage de connaissances. Et justement, le numérique, c'est peut-être la possibilité de changer de système, ne plus parler forcément de croissance. On voit bien que la croissance est relativement atone, mais peut-être de restructurer cette idée de croissance pour valoriser les initiatives non marchandes. Est-ce que c'est quelque chose que vous développez, vous, au sein du MEULab ? Oui, tout à fait. Alors, par contre, dans la distinction marchand-non marchand, c'est un peu plus flou.
Il peut y avoir du marchand, enfin il y a des associations qui offrent des services marchands, mais ces services en fait servent à, en tout cas, pouvoir dégager des ressources qui pourront être mises à disposition d'autres projets. Après, effectivement, il y a la partie business où on essaie d'avoir le plus de ressources possible. Et donc voilà, je pense qu'au niveau du business, ou en tout cas du secteur marchand-non marchand, il faut peut-être rappeler cette distinction, qui a tendance d'ailleurs aussi à devenir très floue. Donc nous, aux machines électroniques à usage humaniste, ce qui nous intéresse effectivement, c'est la capacité de transformation d'un point de vue économique et sociétal du numérique. Et la question fondamentale, en tout cas moi celle qui me touche, c'est comment on sort, on va dire, de l'entre-soi, comme ici, on va dire peut-être des gens qui sont acculturés au numérique dans toutes ses dimensions, et comment on touche réellement le citoyen lambda. Pour rappel, donc le projet que je développe à Roubaix se situe donc dans une des villes les plus pauvres de France et dans un des quartiers, lui aussi, les plus pauvres de France. Donc, comment faire en sorte que ces outils soient des outils d'émancipation réels pour les habitants du quartier? Et ça, on pourrait vous objecter que c'est un coût pour la société, puisqu'on forme des gens, on leur permet d'accéder à une forme d'émancipation, mais qui n'est pas valorisable en termes monétaires ou en termes de croissance. Quelle idée ça sous-tend derrière sur un projet de société? Allons-y, très large. Alors, si on considère que c'est un coût, c'est un peu la même chose, j'ai envie de dire, en étendant un petit peu le sujet. Il y a du Larsen. D'accord, c'est là-bas. En étendant un peu le sujet, c'est voilà, est-ce qu'on considère les cotisations sociales comme des coûts? Voilà, je pense qu'on est dans ce type de débat-là. Donc pour moi, il ne s'agit pas forcément d'un coût, mais par contre d'un service qui est fait à la population, un service qui est aussi fait aux collectivités. Alors, je ne vais pas parler de paix sociale ou du coût de la paix sociale, mais voilà, je pense qu'il faut peut-être repenser, changer son regard sur cette manière de percevoir les choses en termes de coûts et non pas en termes d'avantages ou en tout cas de réduction de coûts plus importants plus tard. Puisque je vous ai tous les deux, de quelle manière les TPE et des Fab Labs peuvent travailler main dans la main? Est-ce que vous, sur le territoire, vous avez l'occasion de travailler ou de faire travailler les TPE avec des Fab Labs? Et inversement, est-ce que le Fab Lab que vous dirigez permet à des TPE de pouvoir améliorer, sinon leur service, en tout cas peut-être leur modèle économique? Céline? Alors, nous, on ne travaille malheureusement pas avec des Fab Labs, même si on a essayé de travailler ensemble, parce qu'effectivement, ça reste quand même deux mondes bien séparés. L'appui à l'entrepreneuriat. Ici. Exactement. Et donc, effectivement, on a toujours essayé de travailler. Après, sur notre territoire, il n'y a pas tant que ça de Fab Labs. Donc ça, c'est une vraie problématique. Et en tout cas, peu de Fab Labs tournés vers l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que aujourd'hui, on est rentré en contact avec le Fab Lab de Saint-Jérôme, qui est vraiment bien spécifique sur certaines techniques, notamment sur l'impression 3D, pour essayer de voir comment on pouvait avancer avec des entrepreneurs, justement, pour expérimenter des choses. Malheureusement, bon, on n'est pas encore arrivé à travailler avec eux de manière très lisible. Et par contre, effectivement, on est plutôt dans le fait de travailler à ce que les entrepreneurs entre eux, innovants, ou moins innovants, mais puissent travailler ensemble sur ce que moi j'appellerais plus de l'innovation sociale, ou travailler sur d'autres modes d'organisation, d'autres modes de réseautage, d'autres modes de commercialisation de l'ensemble des outils. Donc on n'est pas, effectivement, on est aussi sur le non marchand, mais c'est aussi le potentiel aujourd'hui d'aller réseauter autre que via des communautés qui sont virtuelles, mais aussi des communautés physiques, c'est-à-dire d'avoir cette possibilité à travers des clubs, de faire cette transition-là. Et du coup, de travailler sur cette innovation-là, pour l'objectif étant que les gens puissent se mettre ensemble pour développer des projets innovants, en fait. Donc on voit bien qu'il y a une vraie problématique autour du lieu physique et du lieu de rencontre. C'est ce qu'incarne un Fab Lab. Question inverse, Thierry, est-ce qu'il y a des TPE, des petits entrepreneurs qui viennent dans votre Fab Lab? Et si oui, quelle est leur démarche? Est-ce qu'ils viennent chercher un partage de compétences, de connaissances? Est-ce qu'ils viennent apporter et prendre? Ou est-ce que c'est un lieu qui est vécu comme un lieu un peu lambda dans lequel on vient finalement fabriquer tel ou tel objet?
Alors, nous, on a fait le choix de ne pas être dans une nouvelle forme de segmentarisation, Fab Lab PME, Fab Lab pédagogique, Fab Lab artistique ou autre. On laisse vraiment la porte ouverte à tous. Et donc, effectivement, alors, j'ai envie de dire des entrepreneurs qui n'ont peut-être pas encore, que ce soit associatif ou dans le champ d'économie sociale et solidaire ou dans le champ plus traditionnel, plus classique des formes juridiques d'entreprise, effectivement, viennent nous voir plus sur des aspects de délégués de la R&D pour développer ou accompagner sur certains produits, certains services, etc. Donc effectivement, ils viennent tester et ils viennent rechercher de la compétence pour développer, soit on est dans l'impression 3D, soit on est dans les objets connectés, mais vraiment viennent chercher des compétences au sein des Fab Labs. Voilà, nous, c'est un peu comme ça qu'on travaille. Donc effectivement, on accueille pas mal de demandes et on accueille, ce qui est très intéressant aussi, des demandes de futurs entrepreneurs. Là aussi, moi, je ne fais pas de distinction entre, pour éviter les polémiques, mais entre associations et autres, et qui sont dans leur projet, effectivement, les Fab Labs leur permettent, là aussi, à moindre coût, relativement, de pouvoir développer ou tester des produits ou des services. Donc voilà un peu comment la démarche se fait. Après, nous, on fait pas mal d'actions de sensibilisation très larges. Au niveau de tous les publics. Donc une fois effectivement qu'ils ont pris connaissance de nos typologies d'actions, ils viennent nous voir directement de B2B comme on dit. Et comment d'un point de vue économique un Fab Lab fonctionne? Est-ce que c'est un système de cotisation? Est-ce que c'est un système de subvention qui permet de fonctionner? Alors il y a un peu tout. En fait, tous les Fab Labs construisent leur propre modèle économique. C'est hybride. C'est très hybride. Il y a des Fab Labs à l'initiative d'entreprises, il y a des Fab Labs à l'initiative d'universités, il y a des Fab Labs à l'initiative de collectifs ou d'associations ou de PN, par exemple. Donc, effectivement, il y a plusieurs acteurs peuvent être à l'origine des Fab Labs et donc vont construire leur modèle économique particulier et propre à eux. Le modèle idéal, c'est un tiers d'autofinancement, un tiers effectivement alors je dirais pas des subventions, mais de la prestation pour les collectivités territoriales. Et puis, il peut peut-être y avoir un tiers de fondations, d'entreprises ombrelles, généreuses, désintéressées, qui soutiennent ces actions. Donc voilà, il y a vraiment toutes, et par exemple dans le cas d'université, c'est effectivement des Fab Labs qui sont financés par l'université. Après, il y a aussi des entreprises qui se rassemblent et qui financent leur propre Fab Lab ou leur propre atelier. Donc ça aussi, c'est des dynamiques propres à des typologies, différentes typologies de Fab Lab. Qui agit un peu comme un atelier de R&D pour le coup. Totalement. D'accord. Par contre, juste effectivement, en fait, juste par rapport à ça, du fait qu'on ne travaille pas effectivement sur du Fab Lab qui nous permettrait de travailler sur de l'ingénierie collective avec des entrepreneurs, enfin de favoriser l'ingénierie collective entre entrepreneurs, on a développé des outils parallèles qui sont des structures, qui sont des coopératives d'activité et d'emploi. Je ne sais pas si vous connaissez le modèle, ces coopératives d'activité et d'emploi, notamment une sur les métiers du numérique qui s'appelle Boréal Innovation. L'objectif étant que l'ensemble des entrepreneurs, je ne fais pas de distinction non plus entre associations et entreprises classiques, c'est que l'ensemble des entrepreneurs qui puissent aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle les entrepreneurs de demain, c'est-à-dire des entrepreneurs qui vont être salariés, qui vont travailler ensemble sur leur propre activité, mais qui en même temps peuvent se réunir parce que chacun a des compétences diverses, peuvent se réunir pour répondre à des appels à projets, à des marchés publics et autres, travailler sur une offre commune de packs d'accompagnement, parce que souvent on peut être très bon, je dis n'importe quoi, dans le développement de sites internet, par contre moyen sur travailler sur la stratégie digitale, etc. L'objectif étant que dans ces coopératives d'activité et d'emploi, ça crée cette dynamique, cette ingénierie collective pour pouvoir proposer des choses différentes et de l'innovation autour de ça. Voilà. Je suis moi-même dans une coopérative d'activité d'emploi qui s'appelle Grands Ensembles. Voilà, parfait. Une question autour des données, parce que c'est quand même difficile de parler de business et de modèle économique avec le numérique sans parler des données, du système, du principe de la donnée. Vous disiez tout à l'heure que la plupart de vos adhérents, des TPE, ont une simple problématique, entre guillemets, de visibilité, d'utiliser le numérique pour la communication. Est-ce qu'il y a de plus en plus de TPE, d'entreprises qui travaillent comme ça sur cette création de valeur par la donnée,
Autrement dit, de travailler sur des communautés ciblées et au-delà de ça, de travailler sur un modèle qui n'est pas un modèle forcément de vente, mais un modèle à la GAFA, c'est-à-dire un modèle d'appropriation de données et éventuellement de revente. Aujourd'hui, ça commence à peine en fait. Effectivement, on s'aperçoit que les entrepreneurs commencent à travailler là-dessus, travailler sur de la communauté ciblée. De plus en plus, on commence à travailler un peu avec des blogueurs, par exemple, qui permet effectivement de travailler sur des communautés un peu plus ciblées. Mais ça commence effectivement à peine sur les TPE d'avoir cette problématique-là, puisqu'il faut les acculturer à tout ça. C'est-à-dire qu'il faut savoir à quoi ça sert un blogueur, par exemple, hein, ou à quoi ça sert de travailler soi-même, à créer son blog et travailler sur cette communauté-là, et de ne pas être sur de la vente en tant que telle, mais aussi d'être dans les explications de à quoi peut apporter ce produit ou ce service sur la plus-value qu'aurait besoin un client ou un consommateur. Thierry, les Fab Labs, forcément, je les vois comme des endroits où on est beaucoup moins sur des logiques GAFA et d'appropriation de données que sur des logiques de logiciels libres ou de Creative Commons. Est-ce que je me trompe? Non, c'est exactement ça. Moi, je suis un petit peu réticent pour des raisons éthiques sur les données, qui produit les données, qui les utilise et qui se rémunère sur les données. Voilà, moi, j'ai beaucoup de questions. J'ai aucune réponse, mais beaucoup de questions éthiques là-dessus. Donc je n'ai pas de... Voilà, rien n'est tranché, en tout cas dans ma tête. Alors, question qui ferait de vous un ministre de l'économie, si vous pourriez y répondre. Quels seraient les liens qu'on pourrait établir pour renforcer cette culture du logiciel libre et cette culture du partage, tout en la finançant, en la rendant possible, soutenable financièrement? Alors, ce qui a déjà été évoqué tout à l'heure, c'est ne serait-ce que le passage au logiciel libre des administrations et collectivités. Ça, pour moi, c'est important. J'irais même pour des raisons stratégiques. Enfin, je ne suis pas ministre de l'économie, mais si j'étais en tout cas ministre de la Défense, je me poserais cette question-là. Vous postulez aux deux, donc. Oui. Oui, donc il y a effectivement, alors je pense que un des premiers lieux d'appropriation des outils libres, c'est effectivement l'enseignement. Quand on apprend très jeune à utiliser du Microsoft, ça y est, je l'ai dit dans ma bouche, voilà, je pense que ça conditionne les futurs consommateurs. Je pense que les lieux, que ce soit à l'école, à l'université, doivent être des lieux où on travaille d'abord, avant tout, avec des logiciels libres, et après, rien n'interdit aux individus de faire des choix éclairés, en tout cas, de choisir tel ou tel logiciel propriétaire. Céline, c'est une dimension qu'on retrouve auprès des TPE parce que c'est vrai qu'on est tous confrontés à de l'utilisation de Google Drive, par exemple, pour des systèmes de partage de fichiers, alors qu'il existe des systèmes de partage open source comme Framasoft, par exemple. Est-ce que c'est des choses qui infusent un petit peu, pas encore? Non, alors effectivement, on travaille. Alors effectivement, effectivement, dans tout ce qui est économie de proximité ou économie sociale et solidaire, ces entrepreneurs-là, en tout cas, sont très ouverts là-dessus et prônent effectivement la mise en place de ces logiciels libres. Par contre, sur l'entrepreneuriat classique, non, parce qu'il y a une méconnaissance, effectivement, comme disait M. Mbaye, il faut effectivement que cette acculturation se fait dès le premier âge, ou en tout cas que ces outils-là puissent être utilisés et avoir cette connaissance-là. À aujourd'hui, c'est très difficile de proposer sans explication claire et avec quelle sécurité on va pouvoir utiliser tel logiciel libre par rapport effectivement à des outils développés par Microsoft. Et donc du coup, c'est vraiment pas diffusé. Alors vraiment sur le secteur économie sociale ou économie de proximité, c'est quelque chose qui est vraiment très dans l'actualité. Et c'est travailler avec des partenaires, on travaille vraiment avec ce type d'outils. Et à l'inverse, sur l'entrepreneuriat classique, beaucoup moins. Il faut savoir aussi que les entreprises classiques, même des très grands groupes, s'appuient aussi sur les logiciels libres. Que ce soit Microsoft ou Google ou d'autres, s'appuient sur les logiciels libres. Donc il faut aussi peut-être faire connaître cette utilisation commerciale des logiciels libres. Et là, pour le coup, effectivement, quand on intéresse vraiment les entreprises qui sont dans le numérique, énormément, je ne vais pas dire la majorité, mais énormément d'entre elles utilisent les logiciels libres ou le matériel libre. On va parler d'Arduino, par exemple, pour développer des objets connectés. Voilà, c'est du matériel libre, c'est du matériel open source. Et un certain nombre d'outils logiciels ou matériels sont utilisés par tout type d'entreprise pour développer du service ou des produits. Peut-être une voie pour le tiers de financement extérieur des Fab Labs, une voie vers les TPE ou les entreprises pour les acculturer justement à ces logiques-là. Merci beaucoup Céline, merci Thierry d'avoir participé. Je profite de la digestion et qu'il y ait un peu moins de bruit pour proposer aux gens de venir participer au plateau suivant, donc sur le management par le jeu, ludique et numérique.
Et sur la déconnexion, je sais que c'est une thématique qui intéresse beaucoup de gens. Déconnexion et numérique, faut-il installer des temps de pause numérique? Ce sera tout à l'heure à 15h, après les deux conférences en fait, 15h10 et 16h40. Voilà, tout à l'heure.